L'accroche, l'arme absolue. En plein cœur de la Première Guerre mondiale, la France décide de concevoir l'arme de destruction absolue. L'objectif est de créer un canon ferroviaire si gigantesque qu'il pourrait pulvériser des forteresses entières. L'industrie de l'armement donne naissance à un monstre d'acier affichant un calibre inouï de 520 mm. Cette forteresse sur rail était capable de catapulter des obus aussi lourds que des voitures modernes. Mais cette merveille d'ingénierie cachait en son cœur un défaut de conception absolument fatal et terrifiant. Découvrez comment la plus puissante machine de guerre française s'est littéralement pulvérisée elle-même. Le dogme de la démesure. En 1916, le grand front européen est totalement figé par des réseaux de tranchées et de bunkers en béton. Les lourdes pièces d'artillerie classiques sont devenues totalement inefficaces contre ces fortifications massives. Le haut commandement français commande alors à la célèbre société Schneider un projet défiant l'imagination. Il faut concevoir un obusier capable de percer des dômes de béton armés de plusieurs mètres d'épaisseur. La solution choisie est celle de la démesure mathématique. Augmenter le calibre jusqu'à la limite du possible. L'obusier de 520 modèle 1916 vient de naître sur les tables à dessin des ingénieurs les plus ambitieux du pays. Des mensurations titanesques. Les dimensions de cette arme ferroviaire colossale relèvent de la pure science-fiction pour le début du siècle. Le tube du canon seul pèse la bagatelle de 44 tonnes d'acier brut coulé d'une seule pièce. L'ensemble de la machine, montée sur un wagon spécial à multiples essieux, dépasse les 260 tonnes. Pour déplacer un tel mastodonte de métal, il faut construire des voies ferrées renforcées sur mesure. Une véritable centrale électrique roulante accompagne le canon pour fournir l'énergie au moteur de pointage. C'est un complexe industriel mobile gigantesque, nécessitant une logistique d'approvisionnement cauchemardesque. L'obus poids lourd. Mais la véritable terreur qu'inspire cette machine réside dans la taille absolument aberrante de ses munitions. Le canon tire des projectiles perforants mesurant plus de 2 mètres de haut pour le calibre de 520 mm. Chaque obus pèse plus de 1360 kg, soit l'équivalent parfait d'un SUV urbain d'aujourd'hui. Pour pousser une telle masse d'acier en dehors du tube, il faut une charge propulsive d'une violence inouïe. Des centaines de kilos de poudre pure sont nécessaires pour créer la pression atmosphérique du lancement. La manipulation de ces monstres métalliques nécessite des grues intégrées directement sur la plateforme de tir. La métallurgie de l'extrême. Le grand défi pour les ingénieurs français n'est pas seulement de dessiner l'arme, mais de réussir à la forger. La métallurgie de 1918 atteint ici ses limites physiques et chimiques les plus critiques et dangereuses. Forger un tube creux capable de résister à la pression d'une telle explosion interne est un véritable miracle. Le moindre micro-défaut dans la structure moléculaire de l'acier peut se transformer en une faille mortelle. La chaleur et l'onde de choc dégagées lors de la mise à feu soumettent l'habitacle à une torture mécanique absolue. Les ingénieurs naviguent en territoire totalement inconnu, testant la résistance des matériaux à l'aveugle. La complexité de la fusée. Le talon d'Achille de toute munition d'artillerie géante réside dans son système de détonation interne. L'obus est équipé d'une fusée, un mécanisme d'horlogerie complexe situé à l'arrière ou à la pointe du projectile. Cette pièce doit accomplir 2 missions totalement contradictoires et physiquement très complexes. D'abord, elle doit survivre à l'écrasante force gravitationnelle de l'accélération lors du tir sans s'activer. Ensuite, elle doit déclencher l'explosion de l'ogive uniquement et précisément au moment de l'impact final. Si ce minuscule chronomètre mécanique cède sous la pression dans le canon, c'est la catastrophe absolue. Le jour du jugement, Quiberon 1918. En juillet 1918, le tout premier monstre d'acier est enfin acheminé sur le grand polygone de tir de Saint-Pierre-Quiberon. L'état-major militaire français est présent en force pour assister au triomphe de l'ingénierie nationale. Les artilleurs manœuvrent lourdement les grues pour insérer le gigantesque projectile d'1,5 tonne dans la culasse. La charge propulsive colossale est méticuleusement entassée derrière l'obus, puis la lourde porte en acier est verrouillée. La tension est absolument palpable. Personne n'a jamais tiré un projectile de cette taille sur le sol français. L'ordre de mise à feu est finalement hurlé et le tireur tire fermement sur le long cordon de déclenchement. Dans l'obscurité totale de la chambre de combustion, des centaines de kilogrammes de poudre s'embrasent instantanément. La pression des gaz générés par l'explosion atteint des milliers de bars en seulement quelques microsecondes. Cette force incommensurable frappe le culot de l'obus de 1400 kg, le forçant à avancer dans le tube.
Mais sous la violence inouïe du choc thermique et mécanique, l'impossible anomalie se produit à l'intérieur. Le mécanisme interne de l'obus, ou son enveloppe d'acier, cède brutalement sous la contrainte gravitationnelle. Le système d'amorçage s'enclenche alors que le projectile massif est encore coincé au beau milieu du canon. Le suicide industriel. Ce qui devait être la destruction du bunker ennemi devient la destruction immédiate de la machine elle-même. La charge explosive de l'ogive, conçue pour pulvériser des mètres de béton, détonne à l'intérieur du tube d'acier. Le canon le plus cher et le plus puissant de France se transforme en un simple tuyau de dynamitage refermé sur lui-même. L'onde de choc colossale déchire le métal forgé de 40 tonnes comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier. Une immense éruption de feu, de gaz et de shrapnel d'acier déchiqueté ravage instantanément la zone d'essai. En un dixième de seconde, le grand mythe de l'arme absolue française vient de se pulvériser dans un vacarme assourdissant. Le constat du désastre. Lorsque l'épaisse fumée noire de poudre se dissipe enfin sur la base de Quiberon, le spectacle est apocalyptique. Le fier titan ferroviaire n'est plus qu'un lamentable cadavre d'acier éventré, tordu et atrocement mutilé. Le canon est sectionné en deux, sa partie avant ayant été arrachée par la violence inouïe de l'explosion interne. Le berceau métallique pesant des centaines de tonnes est vrillé et hors d'usage, rendant toute réparation impossible. Les ingénieurs de chez Schneider constatent avec horreur que leur chef-d'œuvre industriel a commis un suicide mécanique. Ce dramatique échec démontre que la technologie de la munition n'était pas à la hauteur de la folie du calibre. L'ironie de l'histoire. Le deuxième canon. L'ironie de cette histoire industrielle tragique ne s'arrête pourtant pas à ce premier échec fracassant de 1918. Un deuxième exemplaire de ce canon géant avait été commandé et miraculeusement conservé dans des hangars secrets. En 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande capture cette relique intacte et décide de l'utiliser. Rebaptisé et déployé sur le front de l'Est, ce monstre français est mis en batterie lors du redoutable siège de Leningrad. L'armée allemande, confiante dans sa maîtrise balistique, pense pouvoir dompter ce titan hérité de la Première Guerre. Ils ignorent que le défaut mortel de conception se cache toujours silencieusement au cœur de cette machine maudite. Le même destin pour les Allemands. En janvier 1942, face à la grande brutalité glaciale de l'hiver russe, l'impensable anomalie mécanique se reproduit à l'identique. Lors d'une phase de tir de bombardement lourd sur les lignes soviétiques, un obus explose de nouveau prématurément. Le deuxième et dernier canon de 520 mm au monde se pulvérise avec la même violence que son grand frère. L'explosion ravage la structure allemande et détruit définitivement ce témoignage unique de la démesure de l'artillerie. À 24 ans d'intervalle, la même équation physique ratée a détruit les deux seules machines jamais construites. La malédiction du canon français géant a fini par se retourner de manière spectaculaire contre ses propres ravisseurs. La fin du dogme des géants. Cet échec retentissant à double tranchant a marqué un véritable tournant dans la philosophie de l'armement moderne. Il a prouvé de manière implacable que le gigantisme aveugle ne peut jamais défier impunément les grandes limites de la physique. Créer un canon surdimensionné multiplie de façon exponentielle les risques de défaillance catastrophique des matériaux. L'artillerie moderne abandonnera définitivement ses mastodontes ferroviaires pour privilégier la mobilité et la précision chirurgicale. Aujourd'hui, un petit missile guidé par laser accomplit le même travail destructeur sans aucun risque d'autodestruction massive. Le canon de 520 reste un monument historique fascinant, symbole de l'orgueil démesuré d'une époque industrielle révolue. Le titan ferroviaire français restera la preuve ultime que la plus grande menace d'une arme géante, c'est souvent elle-même. Si cette plongée dans les grands échecs spectaculaires de l'ingénierie vous a fasciné, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Verrouillez fermement le bouton « J'aime », le débat stratégique du jour est ouvert. Selon vous,
L'ingénierie moderne pourrait-elle fabriquer un tel canon aujourd'hui sans qu'il explose? Ou bien ce calibre massif est-il physiquement impossible à maîtriser, quelle que soit la technologie de l'acier utilisée? J'attends avec impatience vos meilleures analyses métallurgiques et balistiques en commentaire, on en discute immédiatement.